Didi ne semble pas avoir de répit. Il est traîné devant les tribunaux, les procès étant intentés les uns après les autres par des femmes qui affirment qu'il a abusé d'elles à un moment donné de leur vie. Aujourd'hui, les images d'un homme avouant les crimes de Didi à la police ont enfin fait surface. Didi sera-t-il finalement reconnu coupable? Sera-t-il condamné à une peine de prison pour ses crimes? Est-il temps pour nous de dire au revoir à Didi pour toujours? P. Diddy, au cœur d'un procès. La vidéo d'un homme dans une salle d'interrogatoire qui révèle des informations sur Didi a pris d'assaut l'Internet. Et Didi n'est pas le seul à être impliqué. DJ Khaled et Rick Ross se sont également retrouvés au cœur de la crise. Mais pour comprendre pourquoi les aveux de cet homme mystérieux aux policiers ont des implications majeures sur Didi et s'il risque ou non d'être poursuivi dans un avenir proche, il est important de couvrir d'abord le procès retentissant intenté par son ex-partenaire Cassie. Ce procès a déclenché une série d'événements qui décrivent Didi comme un véritable monstre. Tout a commencé le 16 novembre, lorsque Cassandra Elizabeth Ventura, alias Cassie, a intenté une action en justice contre Didi devant un tribunal fédéral. Les allégations qu'elle formule sont tout simplement choquantes. La chanteuse et actrice a entretenu une relation avec Didi de 2007 à 2018. Cassie accuse Didi de viol et d'avoir abusé de lui pendant une décennie. Ces allégations ont provoqué une onde de choc dans l'industrie de la musique et ont laissé les fans et les adeptes stupéfaits. Après des années de silence et d'obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à m'exprimer en mon nom et au profit d'autres femmes confrontées à la violence et aux abus dans leurs relations. L'expiration de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes approchant à grands pas, il est devenu évident que c'était l'occasion de parler du traumatisme que j'ai subi et dont je me remettrai pour le reste de ma vie, a déclaré Cassie dans un communiqué. Selon le procès, Didi a exercé un contrôle total sur la vie de Cassie. Il est difficile d'imaginer à quel point il aurait manipulé et dominé tous les aspects de son existence. De son appartement à sa voiture, en passant par ses vêtements et son dossier médical, Didi avait la main mise sur la vie de Cassie. Le procès suggère que les actions de Didi étaient motivées par la jalousie et le désir de garder le contrôle sur Cassie. Les allégations de Cassie brossent le tableau inquiétant d'une relation entachée d'abus et de manipulation. Il est difficile de comprendre le niveau de contrôle que Didi aurait exercé sur la vie de Cassie. Le procès allègue qu'il a eu un comportement abusif, y compris la violence physique et les tactiques d'intimidation. Les détails des abus présumés sont vraiment choquants. Cassie affirme avoir été victime de coups et blessures, d'agressions sexuelles et de violences motivées par le sexe. Il s'agit d'allégations graves qui ne doivent jamais être prises à la légère. L'action en justice vise à obtenir justice pour le traumatisme subi par Cassie au cours de sa relation avec Didi. Mais ce n'est pas tout. Dans sa plainte, Cassie décrit le Mania, chef de son ancien label, et ensuite partenaire romantique, comme un abuseur classique qui l'a attiré dans ce qu'elle a d'abord perçu comme une relation paternelle et protectrice, avant de se retrouver dans une relation sexuelle inégale et violente. Didi a réussi à la maintenir sous son emprise grâce à ses prétendues tactiques d'intimidation qui consistaient à faire exploser la voiture de Kid Cudi, à faire pendre une amie à un balcon du 17e étage et à lui demander de porter son arme dans son sac à main. Elle n'est jamais allée voir la police, craignant que cela ne donne à Didi une nouvelle excuse pour la blesser. Une fois que les deux ont entamé une relation amoureuse, Didi et son cercle intime auraient contrôlé tous les aspects de la vie de la jeune femme. Le procès affirme que les proches de Didi ont fermé les yeux sur les violences physiques. Le personnel et les employés de M. Combs ont été témoins des passages à tabac. Mais personne n'a osé s'élever contre leur effrayant et féroce patron, peut-on lire dans la plainte. Cassie a déclaré qu'elle n'était jamais allée à la police par peur de son agresseur Didi. En 2009, Didi l'aurait frappée à plusieurs reprises au visage, la faisant saigner et aurait demandé à son personnel de la cacher dans une chambre d'hôtel. Toutes les personnes de leur entourage qui étaient au courant des abus lui ont conseillé de retourner auprès de Didi. Selon eux, Didi pourrait facilement entraver sa carrière d'actrice et de chanteuse. Chaque fois qu'elle se cachait, le vaste réseau de sociétés et d'entités affiliées de M. Combs la retrouvait, et ceux qui travaillaient pour les sociétés de M. Combs l'imploraient de retourner auprès de lui, peut-on lire dans le dossier. Beaucoup sont allés jusqu'à déclarer explicitement que si elle ne retournait pas auprès de M. Combs, cela entraverait son succès dans l'industrie du divertissement. Par ailleurs, Cassie affirme que Didi l'a forcée à prendre part à des arrangements dans lesquels elle n'avait pas d'autre choix que de planifier et de se livrer à des actes sexuels avec des travailleurs du sexe masculin pendant qu'ils se masturbaient. Ces rencontres sont communément appelées « freak-offs ». Les rencontres se sont poursuivies pendant des années dans des hôtels haut de gamme à travers le pays, parfois jusqu'à 1 fois par semaine. Didi prenait des photos et filmait les rencontres. Cassie effaçait en vain les vidéos tournées sur son téléphone et, une fois, elle a été obligée de visionner sur un volume des images qu'elle pensait avoir supprimées. Gardez cela à l'esprit, car ce sera important plus tard dans la vidéo. À la suite d'un incident en 2016,
Il aurait payé 50 000 $ à un hôtel pour effacer la vidéo de surveillance du couloir, montrant un Diddy en état d'ébriété jetant des vases en verre sur Cassie lorsqu'elle a tenté de s'échapper après qu'il lui a fait un œil au beurre noir. Cassie prenait de grandes quantités de drogue pour se dissocier de ces horribles rencontres. Il s'agit notamment d'ecstasy, de cocaïne, de kétamine, de marijuana et d'alcool en quantité excessive. La consommation excessive de ces substances a conduit Cassie à souffrir d'addiction. Un jour seulement après avoir intenté une action en justice, Cassie a étonnamment conclu un accord à l'amiable avec Diddy. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, laissant les fans et ceux qui suivent l'affaire se demander ce qui s'est passé derrière les portes closes. Ce règlement soudain n'a fait qu'ajouter au mystère entourant l'affaire et a laissé de nombreuses personnes s'interroger sur la véritable nature des actions de Diddy. Mais maintenant, des semaines plus tard, une vidéo d'un homme dans une salle d'interrogatoire qui a été enregistrée en 2018 a fait surface et confirme beaucoup de choses qui figuraient dans le procès de Cassie. De Diddy se masturbant pendant que Cassie couchait avec d'autres hommes au mogul de la musique, enregistrant ses pétages de plomb. Mais qui est exactement cet homme? Et peut-on prendre au sérieux ce qu'il dit? Jonathan Oddi est né en Afrique du Sud, mais son parcours l'a finalement conduit aux États-Unis, où il a été naturalisé en 2017. Si ses débuts restent mystérieux, ce sont ses activités ultérieures qui ont attiré l'attention du monde entier. Oddi a porté de nombreuses casquettes tout au long de sa vie, travaillant comme instructeur de fitness, investisseur immobilier et même en tant que directeur général de Pegasus Minerals and Gemstones LLC. Mais c'est son implication dans l'industrie du divertissement pour adultes qui a ajouté une touche choquante à son histoire. Oddi a été stripteaseur et star du porno pour le tristement célèbre site web Dancing Bear, laissant derrière lui une traînée de scandales et d'intrigues. Cependant, c'est en 2018 que Jonathan Oddi a fait les gros titres pour une toute autre raison. Ce jour fatidique, il s'est introduit dans le Trump National Doral Resort, semant le chaos et la terreur. L'hôtel appartient à l'ancien président Donald Trump. Armé d'une arme à feu, Oddi a tiré sur la police et s'est lancé dans une tirade qui a choqué le monde entier. Les manigances ne se sont pas arrêtées là. Il a menacé un agent de sécurité non armé, a sorti un revolver et a saccagé tout le hall d'entrée, brisant des ordinateurs, des chaises, des tableaux et des vitres. Jonathan Oddi a également tweeté des remarques désobligeantes à l'encontre de l'ancien président Barack Obama, du président de l'époque Donald Trump et, par un étrange retournement de situation, du magnat du hip-hop P. Diddy. Il a ensuite tiré avec son arme à feu sur les policiers présents sur place et sur le plafond. La police lui a tiré dans la jambe alors qu'elle le poursuivait, l'a capturé et l'a envoyé à l'hôpital pour qu'il se remette de ses blessures. Oddi a ensuite été incarcéré à la prison de Miami-Dade. Depuis ce jour fatidique, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi Sean Combs a été inclus dans sa tirade. Le chaos et la destruction qu'il a provoqué témoignent de la profondeur de sa colère et de l'intensité de ses convictions. Mais que croyait exactement Jonathan Oddi? Quel était le mobile de ses actes? C'est au cours de l'interrogatoire qui a suivi l'incident que le monde a découvert les affirmations choquantes de Jonathan Oddi. Dans la vidéo de l'interrogatoire de 2018, Oddi a fait des allégations étonnantes sur sa relation avec Sean Combs. Il a affirmé avoir une relation sexuelle spéciale et récurrente avec Combs et son ex-petite amie, Cassie Ventura. Oddi s'est décrit comme leur esclave sexuel, un terme qui a provoqué une onde de choc dans les médias et soulevé des questions sur les sombres secrets de l'industrie du divertissement. Mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. Oddi a également affirmé que Combs l'avait payé pour garder leur secret et que Combs appartenait à la boule, l'aile noire des Illuminati. Cette affirmation a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à cette histoire déjà sensationnelle, laissant les téléspectateurs s'interroger sur l'étendue réelle de l'implication de Combs dans le monde secret des Illuminati. Les affirmations de Cassie dans son procès rapidement résolu contre Sean Combs sont étayées par les récits de Jonathan Oddi. Elle a affirmé que Combs l'obligeait à se livrer à des actes sexuels sur plusieurs prostituées masculins. Elle a ensuite affirmé que Diddy avait enregistré et s'était masturbé pendant chacune de ces interactions. En outre, Cassie a déclaré que Sean Combs lui avait même demandé de choisir les hommes qui cherchaient à avoir des relations sexuelles sur des sites web. Cassie a déclaré que la maison de Combs et des hôtels opulents dans tout le pays accueillaient ces rencontres alimentées par la drogue. La vidéo de l'interrogatoire qui a refait surface a fourni des preuves supplémentaires des affirmations de Ventura et a soulevé des questions troublantes sur les dessous sombres de l'industrie du divertissement. L'histoire est devenue encore plus intéressante au fur et à mesure que Jonathan s'enfonçait dans le trou du lapin, exposant les rituels qui se déroulaient dans l'industrie, dont certains comprenaient des sacrifices de sang. Bien que nombre de ces affirmations soient rapidement rejetées comme des théories du complot, il semble qu'il y ait plus que ce que l'on croit. Cependant, les choses deviennent encore plus étranges avec cette histoire. Des images de 2018 montrent Jonathan comparaissant devant un juge. Cependant,
c'est la dernière fois que quelqu'un l'entend ou le voit. Après avoir révélé des détails aussi sombres et choquants, les pouvoirs en place auraient-ils pu se débarrasser de lui? Le mystère qui entoure Jonathan et sa mystérieuse disparition ne fait que rendre ces affirmations plus crédibles. Un détail choquant qui pourrait inquiéter Diddy est que, pendant l'interrogatoire, Jonathan a affirmé qu'il avait peut-être gardé l'un des enregistrements de ses coups de folie. Jonathan a affirmé que Diddy l'avait payé pour les enregistrements. Cependant, ils les lui ont accidentellement rendus et il a pu en faire des copies. Si c'est vrai, Diddy est dans le pétrin. Cependant, Jonathan ayant disparu, il pourrait être impossible de retrouver ces enregistrements ou même de savoir s'il a dit la vérité. Mais comme ces déclarations de 2018 correspondent à ceux que Cassie a révélés, il est tout à fait possible qu'il y ait une part de vérité dans tout ce qui est arrivé à Diddy. Seul l'avenir nous dira si Diddy devra faire face à la musique et se retrouvera derrière les barreaux. Le passé criminel de P. Diddy. Bien que Cassie et Jonathan Hoddy aient fait des déclarations fracassantes à l'encontre de Diddy, il est important de noter que ce n'est pas la première fois que le magnat de la musique est impliqué dans des activités criminelles. Qu'il s'agisse de l'explosion d'une boîte de nuit en 1999 ou de l'agression d'autres femmes, le passé criminel de Diddy est tout à fait inquiétant. L'une des affaires les plus anciennes et les plus médiatisées remonte à 1999 lorsqu'il sortait avec Jennifer Lopez. Les deux célébrités se sont retrouvées au cœur d'un scandale qui a secoué la ville de New York. La soirée a commencé comme n'importe quelle autre soirée glamour à Manhattan. Diddy et J-Lo profitant de la vie nocturne animée. Cependant, l'atmosphère est rapidement devenue sinistre lorsqu'une fusillade a éclaté dans une boîte de nuit populaire. Les lumières vibrantes de la vie nocturne de Manhattan attiraient, jetant une lueur séduisante sur la ville qui ne dort jamais. En cette nuit fatidique, l'air était chargé d'anticipation alors que les fêtards affluaient dans l'une des boîtes de nuit les plus branchées de la ville. Ils étaient loin de se douter que la soirée prendrait une tournure sombre et tragique. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère à l'intérieur de la boîte de nuit atteignait des sommets. Les pulsations de la musique se répercutent dans la foule, créant une énergie électrisante. La piste de danse n'est plus qu'une mer de corps, qui bougent en synchronisation avec le rythme, perdus dans l'euphorie du moment. Mais au milieu des réjouissances, les tensions couvaient sous la surface. À l'insu des clients qui ne se doutaient de rien, un conflit couvait et allait bientôt dégénérer en violence. Il s'agit d'un conflit d'ego, d'une bataille pour la domination dans le monde impitoyable du divertissement. Au fil de la nuit, des rumeurs de querelles entre factions rivales ont commencé à circuler. Des rumeurs circulent sur une rivalité de longue date entre Diddy et un adversaire inconnu. La tension entre les deux s'accroît depuis des mois, alimentée par la jalousie et la soif de pouvoir. L'équipe de sécurité du club, consciente de l'escalade de la tension, est restée en état d'alerte. Ils patrouillent dans les locaux, scrutant la foule à la recherche du moindre signe de trouble. Mais même les mesures de sécurité les plus vigilantes n'ont pu empêcher l'inévitable. Soudain, un coup de feu retentit, coupant la musique et plongeant le club dans le chaos. La panique s'est emparée des clients qui se sont précipités pour se mettre à l'abri, cherchant désespérément à se mettre en sécurité dans la confusion. L'atmosphère de fête s'est transformée en une scène de peur et de désespoir. Au milieu du chaos, 3 passants innocents se sont retrouvés pris entre deux feux. 2 hommes et une femme ont été touchés par des balles, leur corps s'effondrant sur le sol dans un nuage de douleur et d'incrédulité. Une femme touchée au visage a lutté pour sa vie alors que la boîte de nuit se transformait en centre de triage improvisé. Alors que les blessés sont transportés à l'hôpital, les forces de l'ordre se rendent sur les lieux, déterminées à rétablir l'ordre et à traduire les auteurs en justice. La boîte de nuit, autrefois symbole de glamour et d'excès, n'était plus qu'un rappel obsédant de la violence qui s'était déroulée entre ces murs. Diddy et J-Lo ont été arrêtés après qu'une arme a été trouvée dans leur voiture alors qu'ils quittaient la boîte de nuit. Le véhicule a été arrêté parce qu'il fuyait les lieux et parce qu'il avait grillé un feu rouge. L'arme a été retrouvée dans la voiture et a été identifiée comme étant une arme déclarée volée en Géorgie. Aucun des 4 occupants de la voiture n'avait de permis pour l'arme. Le couple a été inculpé de possession criminelle de biens volés. La police a arrêté et interrogé le couple après que des témoins oculaires eurent déclaré que Combs avait tiré avec une arme à feu après une dispute au club NY. Une 3e personne, Jamal Barrow, un petit rappeur connu sous le nom de Shine, a été arrêté et inculpé de possession criminelle d'une arme à feu. Wardell Fenderson, qui était le chauffeur de Diddy ce soir-là, a déclaré qu'il ne s'était pas arrêté tout de suite et qu'il avait fui les policiers parce que le rappeur lui avait crié de ne pas s'arrêter. Après que le chauffeur a été arrêté par la police, qui a trouvé une arme dans la voiture, Diddy a offert à Fenderson $50 000 et une bague en diamant pour dire que l'arme était la sienne. Cependant, en 2001, un jury de Manhattan a acquitté le magnat du hip-hop de toutes les charges retenues contre lui.
à savoir 4 chefs d'accusation de possession illégale d'une arme à feu et un chef d'accusation de corruption. Shyne, qui était le protégé de Diddy, a été reconnu coupable de 5 des 8 chefs d'accusation retenus contre lui. Quelques années plus tard, Diddy s'est retrouvé dans une situation encore plus délicate en raison d'un important procès. La relation tumultueuse de Diddy avec Cassie n'est pas aussi désordonnée que les allégations qui ont été portées contre lui par de nombreuses femmes. En 2015, la chef personnelle de Diddy, Cindy Rueda, a intenté un procès contre le magnat de la musique, alléguant une série d'incidents troublants. Le procès de Rueda a fait l'effet d'une bombe, car elle a fait des déclarations choquantes de harcèlement sexuel et d'heures supplémentaires non payées pendant qu'elle travaillait pour Diddy. Selon Madame Rueda, elle accompagnait souvent Diddy dans ses déplacements, parfois pendant 2 semaines d'affilée, sans être rémunérée pour les heures supplémentaires qu'elle effectuait. Mais les allégations ne s'arrêtent pas là. Rueda a également décrit un incident troublant qui s'est déroulé en août 2015. Elle affirme que Diddy l'a injuriée et a exigé un petit déjeuner dans sa chambre à coucher où elle l'a vu, de manière choquante, se livrer à une activité sexuelle avec une invitée. Ces allégations ont fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie et ont amené les fans à s'interroger sur la véritable nature du personnage de Diddy. Et tout comme pour Cassie, le 20 février 2019, la nouvelle est tombée que Diddy et Rueda avaient conclu un accord, mettant fin à leur bataille juridique. Cependant, les termes du règlement ont été entourés de secrets, laissant les fans et les critiques se demander ce qui s'est passé derrière les portes closes. En 2019, Gina Huyn, l'ex de Diddy, a révélé que Combs avait abusé d'elle physiquement tout au long de leur relation de 5 ans. Elle a affirmé qu'il l'avait un jour frappé à l'estomac, lui faisant perdre le souffle, et qu'il l'avait également frappé à l'arrière de la tête. Il me maltraitait mentalement, émotionnellement et physiquement. Il me comparait toujours à Cassie et me disait que j'étais la mauvaise et qu'elle était la bonne. Elle a également déclaré que tous les membres de l'entourage de Combs ont laissé faire. Juste après le règlement à l'amiable de l'affaire Cassie, d'autres femmes ont fait part d'allégations similaires. Le premier procès intenté à Sean Diddy Combs est le récit poignant de Joa Dickerson Neal, une femme qui a fait part d'allégations choquantes à l'encontre du magnat de la musique. Selon la plainte, Joa Dickerson Neal accuse Diddy de coups et blessures, de détresse émotionnelle infligée intentionnellement, de trafic sexuel, de violences sexistes, ainsi que de production et de diffusion de pornographie vengeresse. Ces plaintes dressent un tableau inquiétant des événements qui se sont déroulés au début des années 1990. À l'époque, Madame Dickerson Neal était étudiante en psychologie à l'université de Syracuse et avait déjà travaillé avec Diddy dans un clip vidéo. Elle était loin de se douter que son lien avec le célèbre artiste allait déboucher sur une expérience traumatisante. Selon son récit, elle a accepté un rendez-vous avec Diddy sans se douter des horreurs qui l'attendaient. Au cours de leur rencontre, Madame Dickerson Neal affirme que Diddy l'a droguée et l'a transportée dans un autre lieu. C'est là qu'il s'est filmé secrètement en train de l'agresser sexuellement à son insu et sans son consentement. La violation qu'elle a subie est inimaginable et les conséquences de cet incident ont eu un impact profond sur sa santé mentale. Quelques jours plus tard, un ami a abordé Madame Dickerson Neal et lui a révélé qu'il avait vu, avec plusieurs autres personnes, les images de l'agression. Cette révélation l'a laissé dévastée, la plongeant dans une grave dépression et des pensées suicidaires. L'action en justice indique qu'elle a été hospitalisée pour ses problèmes de santé mentale, ce qui souligne l'impact profond de l'agression présumée sur son bien-être. On ne saurait trop insister sur la charge émotionnelle de Madame Dickerson Neal. L'action en justice décrit ses sentiments accablants d'humiliation, d'embarras, de violation et son appréhension constante de savoir qui d'autre a pu voir la vidéo. Il est important de noter que l'action en justice cite également Bad Boy Entertainment et Combs Entertainment LLC comme défendeurs, ce qui suggère leur implication potentielle dans les crimes présumés. Outre les allégations de Joa Dickerson Neal, une autre femme, identifiée sous le nom de Jane Doe, s'est manifestée en faisant un récit très troublant de sa rencontre avec Sean Diddy Combs. Le procès intenté par Jane Doe brosse un tableau effrayant de viol, de coercition et d'agression sexuelle, mettant en cause non seulement Diddy mais aussi le chanteur Aaron Hall. Selon la plainte, Jane Doe et une amie ont assisté à un événement de MCA où Diddy et Aaron Hall les ont invités à une after-party. Elles étaient loin de se douter que cette invitation les conduirait à une épreuve cauchemardesque qui marquerait leur vie à jamais. À son arrivée à l'appartement d'Aaron Hall, Jane Doe affirme que Diddy l'a contrainte à se livrer à des actes sexuels contre son gré. Cependant, la situation a pris une tournure sinistre lorsque Aaron Hall est entré de force dans la pièce, l'a plaquée au sol et l'a soumise à un viol. Le niveau de violence et le mépris du consentement dont témoignent ces allégations sont profondément troublants. Mais l'horreur ne s'arrête pas là.
Dans une autre pièce, Jane Doe affirme que Diddy et Aaron Hall ont forcé son ami à se livrer à des actes sexuels. Le traumatisme infligé à ces femmes est inimaginable, les laissant avec des cicatrices et des douleurs émotionnelles à vie. S'ajoutant aux allégations déjà choquantes, l'action en justice désigne également comme défendeurs MCA Inc., MCA Music Entertainment Group, Geffen Records et plusieurs entités non identifiées. L'implication de ces entités suggère un réseau plus large de complicité potentielle dans les crimes allégués. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, le procès détaille un incident qui s'est produit 2 jours après l'agression présumée. Craignant que sa petite amie de l'époque ne découvre la vérité, Diddy se serait rendu au domicile où Jane Doe et son ami séjournaient. Là, il aurait étranglé Jane Doe jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le niveau de violence et d'intimidation décrit dans ces allégations est profondément troublant et soulève de sérieuses questions quant à la personnalité de l'accusé. Alors que la bataille juridique se déroule, le public doit se débattre avec les allégations choquantes à l'encontre de Diddy et d'Aaron Hall. Plus tôt dans l'année, le magnat de la musique a également été cité dans l'une des affaires de meurtre les plus tristement célèbres de l'histoire du hip-hop, l'assassinat de Tupac. Keffe D, un associé connu de Diddy, a été arrêté pour son rôle dans le meurtre de Tupac. Il s'est avéré que Keffe D était en tournée médiatique et qu'il a révélé ce qui s'est réellement passé la nuit de la mort de Tupac. Il a révélé que Diddy était fortement impliqué dans la mort du rappeur. Selon Keffe D, Diddy voulait la mort de Tupac et de Suge Knight depuis longtemps. Rappelez-vous, c'était l'époque où le conflit entre la côte ouest et la côte est était à son apogée. Il m'a emmené en bas et m'a dit « Mec, je veux me débarrasser de ces mecs, mec. » Je lui ai répondu « On va leur botter le cul rapidement, mec. Ce n'est rien. » Keffe D a révélé. À l'époque, Diddy avait demandé la protection de Keffe D, qui était un chef de gang, car le conflit hip-hop menaçait de devenir violent. Toutefois, il y a peu de chances que Diddy soit poursuivi pour cette affaire. Greg Kading, qui a joué un rôle essentiel dans la révélation du meurtre de Tupac, estime qu'il est très peu probable que Diddy soit inculpé. Tout d'abord, Diddy est un multimillionnaire qui a les moyens de payer les meilleurs avocats et d'éviter les ennuis. Deuxièmement, la crédibilité de Keffe D pourrait ne pas tenir devant un tribunal puisqu'il a été condamné pour trafic de drogue et s'est même parjuré par le passé. Bien que cela puisse être vrai, il sera intéressant de voir ce qu'il adviendra de toutes les autres affaires dans lesquelles Diddy est impliqué. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.